Maintenant, on va regarder les différentes glandes et hormones qui sont responsables de la régulation de la réponse au stress et de la glycémie. On va commencer par parler de la glande surrénale. Donc, on a deux glandes surrénales, une au-dessus de chaque rein. Donc, les reins, c'est l'unité fonctionnelle qui filtre le sang et qui produit l'urine. On va parler du rein, de sa fonction dans un prochain chapitre, mais pour l'instant, on va se concentrer sur les glandes surrénales qui sont au-dessus de chaque rein. La glande surrénale, c'est une glande qui est en forme de pyramide et qui va être divisée en deux parties différentes qui vont posséder des types de cellules différents. Tu as la médullosurrénale qui est au centre de ta pyramide, de ta glande surrénale, et tu as la corticosurrénale qui va être à l'extérieur, donc la partie externe, donc le cortex de ta glande surrénale. La médullosurrénale et la glande surrénale vont avoir des cellules différentes qui vont produire des hormones différentes en réponse à différents problèmes homéostatiques. Donc, si on regarde la médullosurrénale, donc la partie interne, si on regarde cette image-ci, on peut voir que dans la médullosurrénale, il va y avoir des nerfs. Donc, ça serait des nerfs. Ces nerfs-là sont directement connectés à l'hypothalamus. Et donc, il va y avoir un certain lien entre la médullosurrénale et le système nerveux. Ce lien-là vient du fait que la médullosurrénale est responsable d'une grande production d'adrénaline et de noradrénaline. C'est-à-dire qu'il va y avoir des cellules dans la médullosurrénale qui sont responsables de produire l'adrénaline et la noradrénaline et la relâcher dans la circulation sanguine. Ces deux hormones sont aussi des neurotransmetteurs qui font partie du système nerveux périphérique autonome sympathique qui est activé en réponse à un stress à court terme. C'est lui qui va être responsable de l'activité lutte ou fuite que l'on voit quand le système nerveux sympathique est activé. Donc ça, c'est un stress qui est à court terme. Maintenant, pourquoi on parle de court terme? Parce que c'est activé quand quelque chose nécessite une action immédiate. Par exemple, tu es en train de te promener dans la forêt et tu tournes le coin, tu es tout seul et tu te trouves face à face avec un gros ours et c'est le printemps. Naturellement, c'est un stress à court terme dans cette situation-là parce que tu vas immédiatement avoir super peur. Tu vas te dire, cet ours-là est affamé et il va essayer de me manger. Et donc, tu vas vouloir t'enfuir. Donc ça va être quelque chose qui va être rapide. Ton système nerveux sympathique va être activé. Tu vas avoir donc l'hypothalamus qui va signaler à la médullosurrénale de relâcher des grandes quantités d'adrénaline et de noradrénaline dans ta circulation sanguine qui vont se déplacer à travers ton corps et activer différents effecteurs pour pouvoir agir et activer le système nerveux sympathique. Ça veut dire augmenter les fréquences cardiaques, augmenter la disponibilité du glucose, augmenter le rythme respiratoire, dilater les pupilles, arrêter la miction et tous les facteurs qu'on a vus quand on a parlé du système nerveux sympathique dans un chapitre précédent. Et donc, ça va être à court terme parce que naturellement, tu vois l'ours. L'ours, tu es chanceux cette fois-ci, tu n'as pas vu. Tu t'enfuis, il te poursuit pas. Tu arrives à ta voiture, tu t'installes dans ta voiture, tu prends une coupe de respiration, tu es paniqué, tu envoies des messages à tous tes amis parce que tu pensais que c'était la fin. Et éventuellement, après quelques heures, les effets s'estompent et tu n'as plus les effets de l'activation de ton système nerveux sympathique par l'adrénaline et la noradrénaline. C'est-à-dire que c'est très, très, très rapide. Maintenant, peut-être dans un autre scénario, l'ours t'a vu et t'a mangé, et donc, encore une fois, c'est à court terme. Mais tu ne vas pas ressentir ces effets-là pendant des longues périodes de temps, donc des jours, des mois, des années, et ainsi de suite. Donc ça, c'est considéré un stress qui est à court terme, qui est aigu, qui a une réponse très rapide et qui s'estompe aussi rapidement. Et donc, c'est relié à l'activation de ton système nerveux sympathique à cause du fait que c'est relié à ton système nerveux sympathique par des nerfs et ça active la production d'hormones qui sont aussi des neurotransmetteurs qui vont être capables de continuer à amplifier l'effet du système nerveux sympathique. La corticosurrénale, donc la partie externe de ta glande surrénale, elle n'est pas reliée à ton système nerveux central directement par tes nerfs. Ça va être une région qui va être plus activée en réponse à un stress à long terme. Donc, quand c'est un stress à long terme, c'est quelque chose qui va durer des jours, des semaines, des mois. Donc, ça peut varier dépendant de c'est quoi le stress, mais c'est un stress qui ne va pas être un stress aigu comme celui-là qui est activé quand tu vois
un ours ou tu es dans une situation dangereuse dans laquelle tu dois t'échapper le plus rapidement possible. Généralement, un stress à long terme, c'est plus associé à une maladie ou une blessure. Donc, si je prends l'exemple d'une blessure, par exemple, tu es un homme des cavernes et que tu te promènes et que tu es en train de chasser et par accident, tu tombes dans un trou et tu te casses la jambe. Donc ça serait un exemple d'un stress à long terme, tu t'es cassé la jambe. Maintenant, il faut que tu survives, c'est-à-dire qu'il faut que tu sortes du trou, puis il faut que tu trouves une façon de t'éloigner de toutes les sources potentielles de danger. Il faut que tu restes dans ta caverne ou dans ta hutte plus longtemps. Il faut que tu te reposes et il faut que tu te remettes de cette blessure qui va prendre des semaines à se refermer, donc recréer le nouvel os. Pendant que tu es en train de te rétablir, tu as besoin d'énergie supplémentaire. Tu as besoin d'énergie supplémentaire parce que les os ton os qui est brisé nécessite de créer de la nouvelle matière osseuse. Donc, il y a besoin d'avoir la multiplication de cellules osseuses, la division, la différenciation de cellules osseuses, ce qui va nécessiter d'utiliser de l'énergie pour pouvoir faire des nouvelles cellules, pour pouvoir faire du nouvel os, pour pouvoir faire des nouvelles protéines. Donc, tu as besoin de plus d'énergie pendant que tu es en train de récupérer de cette blessure que dans un temps normal. Donc ça serait un stress. Et ça nécessite de l'énergie. L'énergie va provenir du relâchement des glucocorticoïdes. Donc, un glucocorticoïde, remarquez qu'il y a le mot corticoïde, ça veut dire que c'est des hormones qui sont liposolubles, c'est des stéroïdes, à la différence de l'adrénaline et la noradrénaline qui ne sont pas des stéroïdes. Maintenant, ces glucocorticoïdes sont, si tu vois le mot gluco, sont responsables de rendre disponible plus de glucose dans ton sang. Donc, ça augmente la glycémie parce que gluco, c'est pour glucose. Et ces glucocorticoïdes vont aller à travers ton corps et vont faire en sorte que ton tissu adipeux va essayer de relâcher plus, produire plus d'énergie par le métabolisme des lipides. Mais tu vas aussi avoir ton foie qui contient une réserve de glycogène qui va maintenant utiliser ce glycogène-là et relâcher du glucose dans ta circulation sanguine pour que tu aies plus de glucose dans ton sang pour permettre à tes cellules qui sont en train de se différencier et de se multiplier de prendre cette énergie pour pouvoir permettre la multiplication des cellules pour essayer de réparer la blessure que tu as. Mais pendant que tu t'es blessé aussi, tu vas avoir une réponse inflammatoire. C'est-à-dire que tu vas avoir ton système immunitaire qui va être alerté à l'aide du fait que quand tes cellules sont endommagées dans ta blessure, ça relâche des molécules qu'on appelle des cytokines. Ton système immunitaire, tu vas avoir des globules blancs qui vont aller se mobiliser dans cette région-là et vont essayer d'attaquer un intrus potentiel. Maintenant, si tu t'es cassé la jambe, tu n'as pas d'intrus potentiel dans cette situation-là. Et si tes cellules immunitaires montent une attaque contre rien, le problème, c'est que ça va faire une réponse inflammatoire qui peut être exagérée et faire en sorte que tu as plus de dommages faits par ton propre cellule immunitaire que par la blessure elle-même. C'est une raison pourquoi, si par exemple vous foulez la cheville, on vous recommande de mettre de la glace et de réduire l'inflammation. Parce qu'une réponse inflammatoire, malgré le fait que c'est fait pour essayer de te protéger contre un intrus, dans certains cas, c'est exagéré et ça peut causer plus de dommages que l'intrus potentiel ou le fait qu'il n'y a pas d'intrus soi-même. C'est-à-dire que tu ne veux pas, dans ce contexte où tu t'es cassé la jambe, avoir une grosse réponse inflammatoire, une grosse réponse immunitaire parce qu'il n'y a pas d'intrus à attaquer. Et ça va endommager les cellules saines qui sont dans cette région-là, qui essayent de se réparer. Donc, il va aussi y avoir le glucocorticoïde vont aussi être responsables de réduire l'inflammation. Donc, faire en sorte que ton système immunitaire soit un petit peu atténué pour être capable de faire qu'il n'attaque pas tes cellules saines pendant qu'elles sont en train de se réparer. Et donc, le but de ça, c'est de faire en sorte que ton système immunitaire est un petit peu plus bas pour que ça ne cause pas des dommages pendant que ta jambe se répare et que tu aies plus de glucose pour que tes cellules puissent se diviser, donc que tu te rétablisses plus rapidement. Mais encore une fois, c'est un stress qui est à long terme parce que c'est quelque chose qui va durer jusqu'à temps que ta jambe, ton os soit réparé, que ta fracture soit réparée.
et éventuellement, ça va s'estomper. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive, puis là, tout à coup, disparaît. Il faut vraiment qu'on attende que le stimulus de ce stress-là ou la cause du stress disparaisse, et c'est une cause qui va prendre plus longtemps à disparaître. Dans ta cortico-surrénale, par contre, il va aussi y avoir deux autres types d'hormones qui vont être produites. Tu vas avoir des minéralocorticoïdes qui, eux, vont être responsables de la régulation de la pression sanguine. Et tu vas avoir aussi des gonadocorticoïdes. Remarquez qu'il y a le mot minéralo, donc minéraux. Ici, c'est pour parler des composés ioniques, les sels, donc sodium, potassium, chlore. Et les gonadocorticoïdes, les gonades, c'est les organes sexuels qui produisent les gamètes, donc les ovules chez la femme et les spermatozoïdes chez les hommes. C'est-à-dire que ça, c'est des hormones stéroïdes qui sont responsables de réguler les fonctions sexuelles. Donc ça va être par exemple la testostérone, l'estrogène et ainsi de suite. Donc si on regarde la glande surrénale, donc c'est en forme de pyramide et tu as la partie interne qui est ta partie médulaire, donc ta médullo-surrénale et le cortex rénal, surrénal autour, donc la cortico-surrénale. Les cellules de la substance médulaire vont produire la noradrénaline et l'adrénaline en réponse à un stress à court terme. Et tu vas avoir une série de couches de cellules qui sont légèrement différentes qui vont produire différentes hormones. C'est-à-dire que la partie qui est en contact avec la médullo-surrénale ici va produire les androgènes. Donc, les androgènes, c'est les gonadocorticoïdes. La partie ici, la zone fasciculée, elle va avoir plusieurs types de cellules qui vont produire les androgènes un petit peu parce qu'il y a un lien avec cette zone-là. C'est comme ça s'estompe. Tu as de moins en moins de cellules qui produisent les gonadocorticoïdes plus que tu montes. Ensuite, il va y avoir la corticostérone et les cortisol. Ça, c'est les glucocorticoïdes. Donc, ça, c'était glucocorticoïdes. Ça, c'était gonadocorticoïdes. Et ici, tu as l'aldostérone qui est produite par la zone presque la plus externe, qui est un minéralocorticoïde. Le cortisol, qui est un glucocorticoïde, va être libéré, comme je l'avais mentionné précédemment, par la cortico-surrénale à un stress à long terme. C'est une hormone stéroïde, donc c'est liposoluble, et ça veut dire que ça va avoir un mécanisme d'action qui peut activer beaucoup de différentes parties de ton corps. Ça va être capable de rentrer dans toutes tes cellules de ton corps pour pouvoir augmenter la disponibilité du glucose et réduire l'inflammation. À la différence de l'adrénaline et de la noradrénaline, qui, eux, vont médier une réponse à court terme et très, très, très rapide parce que ces deux-là ne sont pas liposolubles et vont donc être capables de se lier rapidement à des récepteurs et activer et déclencher une cascade de réactions, comme je l'avais mentionné dans une vidéo précédente où j'avais parlé de la différence entre les hormones qui sont hydrosolubles et les hormones qui sont liposolubles. Étant liposoluble, le cortisol peut seulement médier ou réguler des problèmes qui vont être à long terme parce que ça prend du temps avant d'activer certains gènes et agir sur l'organisme, mais ça va avoir une action plus globale que sur certains organes cibles parce qu'il n'y a pas de récepteur dans cette situation-ci. Pour que le cortisol soit produit, il faut que l'encéphale perçoive un danger, donc une blessure. L'hypothalamus, qui est responsable de ton homéostasie, ou en partie de ton homéostasie, va sécréter des libérines qui, elles, vont stimuler l'hypophyse antérieure pour qu'elle produise une hormone qu'on appelle l'hormone corticostimuline ou corticostimulante ou ACTH. Donc, l'hypophyse antérieure va ensuite relâcher l'ACTH dans la circulation sanguine. Éventuellement, l'ACTH va se lier à des récepteurs sur la cortico-surrénale, sur les cellules de la partie ici de la cortico-surrénale, et faire en sorte que ces cellules-là produisent du cortisol, qui est liposoluble, qui, elle, va être déversée dans la circulation sanguine, va se déplacer à travers tout ton corps, va activer différentes cellules, et faire en sorte que tu as une augmentation de la disponibilité du glucose dans le sang, donc une hyperglycémie qui va se causer, et une réduction de l'inflammation.
Ça va aussi agir en exerçant une rétroaction inhibitrice sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Ça veut dire que tu vas avoir un mécanisme de rétroaction négatif causé par le cortisol lui-même pour réguler sa concentration pour qu'il n'y ait pas trop de cortisol. Parce qu'on peut s'imaginer que si la concentration de cortisol devient excessive, tu vas avoir trop de glucose dans le sang et tu vas être en hyperglycémie qui peut être très dangereux pour toi, ou tu vas avoir aussi pas assez de réponse inflammatoire et donc tu vas mourir d'une infection très rapidement. C'est-à-dire que tu as besoin d'une certaine quantité, pas trop quand tu as un stress à long terme, mais pas assez pour être capable de passer à travers ce stress à long terme et de se rétablir le plus rapidement possible. Et donc, plus la quantité de cortisol va être élevée dans le sang, il va y avoir moins de libérine produite par l'hypothalamus et moins d'ACTH produit par l'hypophyse pour essayer de garder le cortisol dans une certaine zone optimale que l'on voit souvent en homéostasie. Donc, ça serait son niveau optimal. Donc, on veut que ça reste dans cette zone-là pour qu'il y en ait juste assez pour régler le problème. Donc, si on regarde la différence entre la cortico-surrénale, la médullo-surrénale et les liens entre le stress. Donc, si on regarde les stress à court terme, on sait que ça active le système nerveux, donc système nerveux périphérique sympathique. Et ça veut dire que tu as un stress très rapide, tu vois quelque chose qui te fait peur, par exemple, et ton hypothalamus envoie un message nerveux à travers ton système nerveux central et périphérique naturellement, jusqu'à temps qu'il se rende à la médullo-surrénale, où là, le message nerveux va activer la production d'adrénaline et de noradrénaline en grande quantité pour qu'ils soient relâchés dans la circulation sanguine. Ça va augmenter les fréquences cardiaques, augmenter donc la quantité de sang disponible pour les muscles pour qu'il y ait plus d'oxygène qui se rend aux muscles et plus de glucose qui se rend aux muscles pour pouvoir faire plus de respiration cellulaire et obtenir plus d'ATP pour avoir de l'énergie pour s'enfuir ou se battre, par exemple. La respiration va s'accélérer pour augmenter la disponibilité de l'oxygène et se débarrasser de l'excès de dioxyde de carbone. La glycémie va aussi augmenter parce que tu veux avoir du glucose disponible pour faire la respiration cellulaire et faire beaucoup d'énergie. Et ça va faire que le métabolisme va s'accélérer. Et ça va aussi médier toutes les autres inhibitions ou actions qu'on a vues quand on avait parlé du système nerveux central. Et le système nerveux périphérique et l'action du système nerveux sympathique. Maintenant, si on parle du stress à long terme, donc d'une blessure ou d'une maladie, ici, on va avoir l'hypothalamus qui va sécréter des libérines, des facteurs de libération qui, eux, vont stimuler l'hypophyse antérieure pour produire de la CTH, qui va dans la circulation sanguine se lier à des récepteurs sur la cortico-surrénale, qui, elle, va relâcher des minéralocorticoïdes, qui, elles, vont faire qu'il va y avoir une augmentation de la rétention des ions sodium et de l'eau, ce qui va augmenter le volume sanguin et donc la pression sanguine. Ça, je vais en parler juste bientôt. Il va y avoir aussi une augmentation du métabolisme des protéines et des lipides pour provoquer plus d'énergie disponible pour essayer d'alimenter les cellules qui ont besoin de se multiplier. Il va aussi avoir une augmentation de la disponibilité du glucose et pour, encore une fois, avoir plus d'énergie pour pouvoir aider les cellules à se multiplier et à se diviser. Et ça va aussi réduire l'inflammation et réduire les réponses immunitaires possibles pour empêcher la suractivation du système immunitaire qui peut causer des dommages. Ce qui me mène au fait que le cortisol peut être dangereux si le stress à long terme est chronique et ne se règle pas. Si tu as trop de cortisol pendant trop longtemps, c'est-à-dire que d'habitude, tu te casses un os, le cortisol va être relâché, ça augmente la disponibilité du glucose, ça réduit l'inflammation, mais ça va durer pas une très longue période de temps. Ça devrait durer quelques semaines et après ça, là, c'est réparé et le niveau de cortisol descend dans la normale. Maintenant, imaginez un contexte où c'est un stress qui est plus psychologique, par exemple, ou une maladie prolongée qui, elle, ne se règle pas. Dans cette situation-là, le cortisol va être produit pendant une très longue période de temps. Avoir trop de cortisol peut avoir tous ces effets-là. Par exemple, ça peut causer l'hypertension artérielle parce que le cortisol va aussi faire en sorte que tu vas réabsorber beaucoup plus de sodium et de potassium de ton sang. Et ça va faire en sorte que tu vas avoir maintenant
plus d'eau qui va venir par osmose et faire que ton volume sanguin augmente et faire que ta pression sanguine augmente. Si ta pression artérielle augmente, ça va mettre de la pression sur ton cœur et faire en sorte que ton cœur va s'endommager progressivement à cause de la hausse de pression sanguine. Ça peut aussi mener au diabète, parce que là, maintenant, tu as beaucoup de cortisol qui rend très disponible le glucose. Donc, tu as de l'hyperglycémie pendant une longue période de temps, et l'hyperglycémie pendant une longue période de temps cause le diabète de type 2. Ça peut aussi faire en sorte que ça nuit à la réflexion. Maintenant, rappelez-vous que ce qui arrive si vous prenez beaucoup de sucre pendant une courte période de temps. Généralement, vous venez super excité, mais vous avez beaucoup de difficultés à vous concentrer sur une tâche ou une action ou de réfléchir sur quelque chose pendant une longue période de temps parce que vous êtes constamment en train de penser à 56 000 choses. Ça va aussi diminuer votre résistance à l'infection parce qu'une des choses que le cortisol fait, c'est que ça réduit la réponse inflammatoire. Donc, en réduisant la réponse inflammatoire pour essayer de faire en sorte que ta blessure puisse se réparer, ça c'est bien. Mais si tu n'as pas de blessure et que tu fais juste baisser l'efficacité de ton système immunitaire, tu es beaucoup plus susceptible d'être malade et d'avoir une infection qui va être plus grave parce que ton système immunitaire ne fonctionne pas à son niveau optimal. Et naturellement, toutes ces choses-là peuvent mener à une mort prématurée, soit par des dommages causés par ton hypertension, soit par le diabète ou par une infection potentielle qui se soit installée. Ce qui me mène un petit peu à revenir sur l'idée des minéralocorticoïdes qui sont relâchés par la corticosurrénale. Les minéralocorticoïdes sont essentiels à notre survie. Ce n'est pas seulement pour les stress, pour la régulation du stress à long terme. Les minéralocorticoïdes sont là pour être capables de réguler notre pression sanguine, en partie. On va voir qu'il y a deux facteurs qui régulent notre pression sanguine, mais les minéralocorticoïdes sont un des facteurs qui régulent notre pression sanguine. Comment est-ce que ça régule la pression sanguine? Imaginez que vous avez un contenant qui a des trous. Donc, ce n'est pas un contenant qui est hermétique, qui est fermé à 100%. À l'intérieur de ton contenant, tu vas avoir de l'eau et à l'extérieur, tu as de l'eau. À l'extérieur, tu as du sel. Donc, je vais juste mettre des ions sodium. Et à l'intérieur, tu as des ions sodium. Ici, tu peux avoir un échange d'eau, mais pas un échange de sel. Donc, imaginez ce contexte-là. L'eau peut aller d'un côté ou de l'autre, mais pas le sel. Donc, ici, imaginez qu'est-ce qui arrive si tu augmentes la quantité de sel à l'intérieur de ton contenant. Donc, le contenant, ça serait tes vaisseaux sanguins. Et l'intérieur, ça serait ton sang. Donc, parce que tes vaisseaux sanguins, c'est quand même un volume qui n'est pas infini. C'est un volume qui est fini, qui va avoir des limites. Tes vaisseaux sanguins ont une certaine flexibilité. Ils peuvent augmenter, ils peuvent s'étirer un petit peu, mais pas énormément. Donc, imaginez que le contenant peut s'étirer un petit peu. Si tu augmentes la quantité de sel qu'il y a dans l'intérieur du contenant, donc si tu augmentes la quantité de sel qu'il y a à l'intérieur de tes vaisseaux sanguins, de ton sang, l'eau va venir par osmose entrer dans ton contenant. J'ai mis un A+, mais je voulais mettre H2O, pour équilibrer les concentrations. Donc, ça, c'est l'osmose. Okay? L'osmose, c'est que l'eau se déplace d'un milieu moins concentré en soluté et plus concentré en soluté pour diminuer et diluer les deux pour que la concentration à l'intérieur et à l'extérieur soit égale. Si l'eau rentre, l'eau va augmenter la pression sur le contenant. Donc, tu vas avoir une augmentation de la pression sur le contenant parce que tu es en train d'augmenter la quantité, le volume de liquide dans ton contenant. Et donc, si les minéralocorticoïdes sont produits, ça va augmenter l'absorption du sodium dans le sang. C'est-à-dire que ça va faire rentrer plus de sodium dans le sang, ce qui, elle, va faire qu'il va y avoir une plus grande absorption d'eau par osmose. Ça va faire en sorte que le volume de liquide dans ton sang va augmenter, ce qui va augmenter la pression qu'il exerce sur tes vaisseaux sanguins. Donc, il va augmenter ta pression sanguine. Donc, les minéralocorticoïdes régulent la pression artérielle en modulant la quantité de sel qu'il y a dans ta circulation sanguine
Et donc, ensuite, combien d'eau va être réabsorbée aussi dans ta circulation sanguine. Plus qu'il y a de minéralocorticoïdes, plus qu'il y a d'absorption de sel, plus qu'il va y avoir de l'osmose et de l'absorption d'eau, plus qu'il va y avoir un volume de liquide dans ton sang, plus qu'il va y avoir de pression dans ton sang et donc ta pression artérielle va augmenter. La maladie d'Addison, c'est une maladie qui est causée par des lésions. Lésions, c'est un mot qu'on utilise pour dire que les cellules sont endommagées et non fonctionnelles. Ça veut dire que tu as des lésions, tu as des dommages sur ta cortico-surrénale et ça fait en sorte que tu n'as pas assez de minéralocorticoïdes ni de glucocorticoïdes qui sont produits. Parce que ta cortico-surrénale, qui ressemble à ceci, se retrouverait à avoir des cellules qui ne fonctionnent pas. Donc là, c'est toutes des cellules qui sont endommagées par la maladie d'Addison. Et donc, moins que tu as de cellules, moins qui peuvent produire l'aldostérone et le cortisol, moins que tu as de ces hormones qui sont produites. Donc, ça va faire en sorte que tu vas avoir de moins en moins de cortisol et d'aldostérone qui sera produit. Si tu n'as pas assez de cortisol qui peut être produit, tu vas aller en hypoglycémie. Parce que le rôle de la cortisol, c'est d'augmenter la glycémie. Maintenant, tu as quand même un certain niveau de cortisol de base que tu maintiens. Quand tu as un stress à long terme, le niveau augmente. Mais ici, ça va en dessous du niveau que ça devrait être. Donc, tu vas avoir moins de glucose disponible, donc tu vas être en hypoglycémie. Tu vas aussi te retrouver à avoir un déséquilibre de sodium et de potassium dans ton sang. Parce qu'on a vu que l'aldostérone, son rôle, c'est de réabsorber du sodium et de potassium dans ta circulation sanguine, mais c'est principalement de sodium dans ta circulation sanguine. Et donc, le sodium, au lieu de revenir dans ton sang après la filtration par les reins, le sodium va sortir dans ton urine, donc il va sortir de ton corps. Et donc, tu ne vas pas avoir tu vas pas avoir assez de sodium dans ton sang. Et ça va faire en sorte que tu vas te retrouver avec des problèmes comme des problèmes neurologiques, par exemple. Parce que rappelez-vous que le sodium est important pour le potentiel d'action. Mais ça va aussi faire que le potassium va être produit en plus grande quantité. C'est pour ça qu'on parle de déséquilibre. Mais ça, je vais en parler un petit peu plus quand je vais parler du système excréteur, qui est notre dernier chapitre. Il va aussi y avoir une perte de poids rapide et une baisse de pression sanguine. La baisse de pression sanguine vient du fait que tu as une diminution de la quantité de sodium réabsorbé, ce qui veut dire qu'il va y avoir moins d'eau qui va être réabsorbée par osmose. Donc, il va y avoir moins d'eau qui va se retrouver à aller dans ton sang. Et avec moins d'eau dans ton sang, le volume sanguin diminue, ce qui diminue la pression du volume sur les parois de tes vaisseaux sanguins et donc vont baisser la pression sanguine, qui, elle aussi, peut avoir des conséquences très graves parce qu'on a besoin de suffisamment de pression sanguine pour pouvoir pomper l'oxygène à tes différents organes à travers ton corps et aussi de rendre disponible le glucose. Mais c'est surtout l'oxygène qui peut être problématique ici. Si la pression sanguine n'est pas assez grande pour apporter le sang à tes cellules de ton cerveau, par exemple, ça peut faire que tu perdes connaissance et éventuellement, ça peut peut-être causer d'autres problèmes qui sont plus graves et à long terme. Et naturellement, si tu as un déséquilibre électrolytique, ça peut être mortel. Parce que si tu n'as pas assez de sodium, tu ne peux pas faire autant de potentiels d'action qui sont nécessaires pour le fonctionnement de ton système nerveux. Mais ça va aussi avoir un lien avec le potassium où la personne peut se retrouver à avoir un rythme cardiaque qui est dérégulé à cause du problème au niveau du potassium, parce que le potassium est aussi responsable de la régulation du rythme cardiaque.